discuter à partir de là. Parce que vous l'aurez compris, la clé de tout ça, c'est pas de faire des trucs tout seul dans son coin, c'est de pouvoir discuter et agir ensemble. Alors, oui, c'est vraiment tout petit là. Je vais vous raconter ce camembert qui est vraiment pour moi la clé du problème. Ce camembert-là vous représente d'où viennent nos émissions. Si vous voulez attaquer le CO2 qui est responsable de l'augmentation de l'effet de serre, qui est responsable de l'augmentation de la température, etc., etc., il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on émet, pour essayer de trouver comment on peut faire autrement. Qu'est-ce que vous voyez sur ce camembert? Vous voyez qu'il y a en gros 3 zones. Il y a une grosse zone rouge, une petite zone verte, et il y a le reste. Ça, c'est ce qu'on voit quand on le regarde, ce truc. Alors, une fois qu'on a vu ça, on regarde un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est que ces zones? La zone verte ici, c'est, alors vous ne le voyez pas parce que c'est écrit tout petit, agriculture, exploitation des forêts et des sols. Donc ça, c'est à peu près 20% des émissions. Et c'est tout ce qui est lié à l'agriculture, aussi bien la culture, céréales, légumes, etc., l'élevage, et vous avez une partie assez importante qui est liée à la déforestation, directement. C'est 20%. Les 3 quarts, 75%, ça s'appelle énergie. Donc c'est pour ça que moi je vais vous parler d'énergie dans ce qui suit, parce que c'est le plus gros morceau de ce qui est responsable de nos émissions aujourd'hui. Et puis donc 20%, 75%, il reste, alors 20 plus 75, 95, il reste à peu près 5% qui est déchets et émissions directes par les procédés industriels. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Et donc je vais me concentrer sur le gros morceau, c'est-à-dire la question de l'énergie. Donc là je passe de la partie climat que je vous ai raconté au départ à la partie énergie dont je vais vous parler pendant les 10 minutes qui me restent. Ça va? Oui. Alors, c'est quoi l'énergie? Il faut que je vous le raconte, il faut quand même que je vous définisse ce mot au moins en une phrase. L'idée c'est la suivante. Tout autour de nous repose sur des transformations. Là en ce moment, je suis en train de transformer le petit déjeuner que j'ai pris ce matin en énergie musculaire qui me permet de bouger, d'agiter les bras, de parler. Quand je parle, je fais bouger mon diaphragme qui transforme la pression de l'air, qui se transforme petit à petit jusqu'à vos oreilles, qui fait bouger vos tympans, qui active des neurones qui normalement fait que vous m'entendez et si possible que vous me comprenez. Tout ça, c'est des transformations. Chacune de ces transformations représente une certaine quantité d'énergie. L'énergie, ça mesure ce que ça coûte, ce que ça représente, ce qui est nécessaire pour faire ces transformations. Alors de l'énergie, vous en avez vu sans doute déjà dans vos cours, vous avez vu l'énergie qui correspond à une transformation de vitesse, j'imagine. Ça vous dit quelque chose? Ça s'appelle comment? Plus dur comme question. Ça s'appelle l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie liée à la vitesse. C'est ce qui transforme un truc immobile en un truc qui bouge vite, ou inversement. Vous avez déjà vu de l'énergie qui est liée à la température, ça s'appelle l'énergie thermique. Ce qui transforme un truc froid en un truc chaud. Ça, c'est des transformations dont vous avez vraiment l'habitude. Mais à nouveau, je vous le dis, les transformations qui transforment le grain en farine, la farine en pain, le pain en activité musculaire, ça, c'est des transformations que vous faites, vous, en permanence. Tout ça, c'est donc attrapé par la notion d'énergie. C'est pour ça, quand on fait de la physique, on aime tellement la notion d'énergie. Alors, pour vous parler d'énergie, il faut qu'on compte l'énergie. Et pour compter l'énergie, je vous propose d'introduire une unité. Vous savez comment ça se compte l'énergie normalement? C'est quoi l'unité pour l'énergie? Kilojoule. Ouais, absolument. Alors, kilo, ça veut dire 1000. Donc, kilojoule, c'est des paquets de 1000 joules. L'unité de base pour l'énergie, c'est le joule. Le joule, c'est une unité qui est désespérément embêtante. Un joule, c'est 1 kg, mètre carré, seconde moins 2. Je ne sais pas pour vous, moi, ça ne me parle pas beaucoup comme unité. C'est une unité qui est bien parce qu'elle est pratique pour les équations, mais c'est dur de lui donner vraiment du sens. Donc, je vous propose qu'on se crée notre propre unité d'énergie. Et pour créer notre unité d'énergie, je vais vous présenter Robert. Alors Robert, c'est Robert Forstmann. C'est ce bestiau-là. Et Robert se trouve être champion de cyclisme sur piste, haltérophile à ses heures perdues, à mon avis amateur de protéines.
Et ce qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est un duel entre Robert et un toaster. Le toaster, c'est 700 watts. C'est ce que vous utilisez tous les matins quand vous grillez vos tartines. Donc ça, c'est Robert. Ça, c'est des humains normaux pour avoir l'échelle. Le principe, c'est que Robert va pédaler pour essayer d'allumer le toaster. Donc 700 watts. 700 watts, ça veut dire 700 joules par seconde. Et le principe, c'est que tant que Robert pédale, le toaster reste enclenché. S'il pédale pendant 1 heure, le toast grille pendant 1 heure. Top, c'est parti. 700 watts, donc 700 joules par seconde. Ça veut dire qu'il y a 700 joules de transformation, 1400, 2100, 2800, 3500 et on peut réviser toute la table des 7. Alors oui, qui commence à fatiguer un peu, hein, ça se voit au niveau des yeux. Allez, là, ça se crispe, hein, ouais, c'est pas facile. Et top. Si vous avez compté, ça fait 1 minute. Robert, là, il est capable d'activer un grille-pain pendant 1 minute. Want to lie down? My legs hurt. Yeah. Put them up. The monsters eat them. My leg hurts, mes jambes me font mal, dit Robert. Alors je vous montre quand même un peu le résultat des courses. Voilà le toast. Et voilà Robert. Je vous laisse deviner lequel des deux est le plus grillé. Alors, je vous propose donc qu'on utilise Robert pour compter l'énergie. Robert, il fournit 700 watts, donc un humain correctement entraîné, comme Robert ou moi, c'est à peu près 700 watts. Il est capable de faire ça pendant 1 minute. Ok ? Si on veut produire notre énergie avec Robert, il faut le laisser se reposer un petit peu avant de le remettre sur le vélo. Alors on va dire qu'on est sympa, on le laisse se reposer 5 minutes, et puis il est reparti. Ok ? Ah bah c'est un professionnel quand même. Faut, hein ? Bon. Et puis on va dire que on l'engage au 3-8, donc on lui demande de faire ça 8 heures par jour, tous les jours, tout le temps. D'accord ? Si vous calculez combien d'énergie ça vous fait sur l'année, donc vous avez 700 joules par seconde pendant 1 minute, puis vous attendez 5 minutes et vous faites ça 8 heures par jour, tous les jours de l'année. Combien d'énergie ça fait en tout ? Beaucoup. Bon bah ça se calcule assez facilement, vous arrivez à en gros 1 milliard de joules, 1 gigajoule, 1 million de kilojoules, vous pouvez le redire comme vous voulez. Donc un Robert, sur 1 an, il vous donne 1 gigajoule ou l'équivalent de 30 litres de pétrole. Voilà, ça c'est un Robert. Alors on va utiliser cette unité-là pour essayer de regarder quelle énergie est-ce que nous, humains, et plus particulièrement nous, Français, éventuellement, on consomme. Alors évidemment, nous, dans la vraie vie, on va compter l'énergie en Robert, mais en vrai, c'est pas vraiment des Robert qui pédalent dans une cave pour nous fournir notre énergie. À part dans les triplettes de Belleville. D'où vient notre énergie ? On a en gros 10 façons de récupérer de l'énergie sur Terre. La première façon, c'est l'énergie solaire, soit sous forme de photovoltaïque, soit sous forme de thermique. La deuxième façon, c'est l'éolien, l'énergie du vent. Vous avez l'énergie hydraulique, toute celle qui est liée aux rivières et aux fleuves. Vous avez l'énergie liée à la biomasse, donc le bois en particulier. Vous avez le muscle, éventuellement animal ou robertien. Vous avez le pétrole, le charbon, le gaz. Et si vous y réfléchissez bien, tout ça en fait, ça vient du soleil. Le vent, ça vient de différences de pression qui sont dues à des différences de température, parce qu'il y a des endroits où il fait nuit et des endroits où il fait jour, au départ. Tout ce qui est fleuve, rivière, etc., ça vient de la pluie. Et qu'est-ce qui alimente la pluie au départ du cycle de l'eau ? Vous vous rappelez du cycle de l'eau ? Il y a quoi au tout début du cycle de l'eau ? D'où elle vient la pluie ? Les nuages. Ouais, et qu'est-ce qui forme les nuages ?
L'évaporation. La vapeur d'eau, et d'où elle vient la vapeur d'eau? Exactement, l'évaporation de la mer. Pour évaporer l'eau de la mer, il faut transformer l'eau liquide en eau sous forme de vapeur d'eau, de gaz. Qu'est-ce qui fournit l'énergie de cette transformation? Le soleil. C'est ce qui se passe quand vous mettez du linge à sécher dehors au soleil, il sèche, exactement pareil. La biomasse, c'est de la photosynthèse. Photosynthèse, c'est évidemment le soleil. Le muscle, c'est de la biomasse sophistiquée. Le pétrole, le charbon, le gaz, c'est de la biomasse qui a mal vieilli. Donc tout ça, c'est du soleil. Qu'est-ce que vous avez comme énergie qui n'est pas du soleil sur Terre? Vous avez le nucléaire. Alors, en général, on a ce genre d'image-là en tête. Ça, c'est une tour de refroidissement. Ce qui sort ici, c'est de l'eau. Donc en fait, ça, c'est pas caractéristique du nucléaire. Ça pourrait être aussi une centrale à charbon. Ce qui est vraiment caractéristique du nucléaire, c'est plutôt ça. Ça, c'est un cœur de centrale. Et là, oui, là, on peut bien être certain qu'on parle de nucléaire. Et puis, vous avez la géothermie, c'est-à-dire la chaleur qui vient du sol, et qui essentiellement vient de réactions nucléaires, radioactivité, dans la croûte terrestre. Voilà 10 sources d'énergie. À votre avis, quelles sont les sources qui sont dans le top 3 des énergies qu'on utilise le plus? Je vous propose qu'on le fasse à main levée. Est-ce que vous pensez que le solaire est dans le top 3? Oui. Levez la main si vous pensez que le solaire est dans le top 3. Ok. Est-ce que l'éolien est dans le top 3? Pas trop, ok. L'hydro, tout ce qui est lié à l'eau. Ouais. La biomasse. Ouais. Le muscle. Non. Robert, non? Non. Bon, Robert, non. Bon, Robert, c'est pas assez. Le pétrole. Est-ce que le pétrole fait partie des 3 énergies les plus utilisées? Vous êtes à 4 énergies les plus utilisées parmi 3, vous. Le charbon. Ouais. Le gaz. Le nucléaire. Et la géothermie. Ok. Avis partagé. Alors, je vous propose de regarder ce que c'est. Les chiffres que je vais vous montrer viennent de l'Agence internationale de l'énergie. Ici aussi, je vous donne les sources. Et on va compter les choses en giga, Robert. Giga, c'est combien? Alors, 1000, c'est kilo. 1 million, c'est combien? Méga. Et du coup, giga, c'est 1 milliard. Donc, on compte les choses en milliards de Robert. Ok. Ici, je vous représente ensemble le solaire, l'éolien, la géothermie, les forces marémotrices, toutes les énergies sympas qu'on aime bien. On est aujourd'hui à peu près 6 milliards de Robert sous cette forme-là. Et vous voyez qu'il y a eu une augmentation spectaculaire depuis le milieu du XXe siècle. On est passé de rien à un truc qui est en train d'augmenter super fort. Ok. Ça, c'est tout ce qui est énergie, nouvelles énergies renouvelables. Je rajoute à ça l'hydro, donc tout ce qui est lié à l'eau, en particulier les barrages, etc., les turbines. Vous voyez que ça commence plus tôt dans l'histoire de l'humanité, et que c'est sensiblement beaucoup plus que toutes les précédentes que je vous ai montrées. Je rajoute à ça le nucléaire. Alors le nucléaire, vous voyez que c'est, évidemment, ça arrive tard comme technologie, c'est de la technologie très avancée. Vous voyez que c'est à peu près comparable au précédent. Je rajoute à ça la biomasse. Donc le fait essentiellement de couper et de brûler du bois. Ouais. Alors vous voyez que ça, évidemment, ça commence beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'humanité. Ça commence il y a quelques millions d'années, de brûler des trucs. Et vous voyez que c'est beaucoup plus que tous les précédents réunis. Et je rajoute à ça le charbon, le gaz et le pétrole. Alors c'est le dernier graphe que je vais vous montrer. Et j'aimerais bien prendre quelques minutes pour le discuter avec vous parce que je trouve que c'est un graphe qui est extrêmement intéressant, qui a énormément d'informations. La première chose, c'est de répondre à ma petite question de tout à l'heure. Si vous avez ça maintenant, c'est quoi les énergies dans le top 3? C'est quoi les 3 plus grosses en 2000 aujourd'hui, quoi? C'est quoi les 3 plus grosses en termes de quantité? Vous voyez que c'est pas les nouvelles énergies, c'est pas l'hydro, c'est pas le nucléaire, c'est pas la biomasse. Les 3 plus grosses, c'est très clairement, dans l'ordre, le pétrole, le charbon et le gaz. Top 1, top 2, top 3, de très très loin. Ça, pétrole, charbon, gaz, ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est à peu près 85% de notre énergie aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien entre énergie et climat. Pourquoi est-ce que notre utilisation d'énergie émet du CO2? Parce que notre énergie, c'est très essentiellement des énergies fossiles qui reposent sur le carbone. Qu'est-ce qu'on est capable de faire comme énergie sans carbone? C'est les 3 qui sont en bas ici. Donc si on veut faire en sorte que notre énergie
émettre moins de carbone. Il faut se débrouiller pour faire plusieurs choses possibles, éventuellement consommer moins d'énergie, et éventuellement faire en sorte que l'énergie qu'on utilise, ce soit plutôt celle-ci que celle-là. Vous voyez qu'il y a un peu de chemin avant de réussir à inverser les choses. Est-ce que vous voyez où est la révolution industrielle là-dessus? On en a parlé tout à l'heure de la révolution industrielle. Vous vous rappelez de quand c'est à peu près? 1850, autour du milieu du 19e siècle. C'est au 1850, c'est là. Qu'est-ce qui se passe du point de vue énergie à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qui change? Ouais. Ça commence à augmenter. Ouais, alors ça commence à augmenter globalement, t'as raison. Et qu'est-ce qui augmente en premier? Le charbon. Le charbon. Regarde, le bois il reste à peu près constant. La barre verte là, elle est à peu près toujours la même. Ce qui monte, c'est cette barre marron. Alors mes couleurs sont pas très bien choisies parce qu'on a du mal à les distinguer, mais vous voyez que c'est le marron là, et le marron c'est le charbon. Donc la révolution industrielle, c'est le moment où on commence à utiliser du charbon. Et ce que vous voyez qui est assez spectaculaire, c'est que le moment où on commence à utiliser du charbon, on n'utilise pas moins de bois. On utilise le charbon en plus du bois, pas à la place. Deuxième révolution industrielle, un petit peu plus tard, qu'est-ce qui se passe ici, là, dans ces eaux-là? Du point de vue énergétique, il y a un autre truc. Vous voyez que jusque-là, c'est surtout le charbon qui augmente. Et puis là, il y a un autre truc qui se met à augmenter. Pétrole et gaz. Les deux vont souvent ensemble, absolument. Et vous voyez que là aussi, ça se rajoute au charbon, ça ne se substitue pas au charbon. Dernière chose, combien est-ce qu'on utilise de Robert? Globalement, tous ensemble 400, alors c'est en milliards de Robert, hein, donc 400 milliards de Robert. 400 milliards de Robert pour, on est combien d'humains sur Terre? À peu près 7 milliards. Alors il faut faire 400 divisé par 7, pas facile. Dans la table des 7, vous avez quoi? Vous avez 42, 4 x 6, 42. Donc ça fait à peu près... Non, pardon, 7 x 6, merci. 7 x 6, 42. Donc si j'arrondis, je dis que ça c'est à peu près 420. Ça vous fait à peu près 60 Robert par personne sur Terre. Ok? C'est-à-dire que pour chaque humain sur Terre, en moyenne, il y a 60 Robert, 120 cuisses en train de pédaler pour produire de l'énergie. Il faut bien voir que ça c'est une moyenne et que évidemment tout le monde n'est pas au même niveau. Le français moyen consomme 2 fois plus que l'humain moyen. On est plutôt autour de 120-150 Robert. Ok? Pour chacun d'entre nous, ici présent. Donc voilà, c'est un graphe que j'aime beaucoup parce qu'il a énormément d'informations dans l'histoire du passé et dans ce que ça ouvre comme perspective pour la suite. Alors c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai raconté là pendant 40 minutes? Je vais vous le résumer en une phrase qui vient de Valérie Masson-Delmotte, qui est très très grande scientifique et qui dirige un des groupes de travail du GIEC, qui est quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration, et qui le résume en une phrase en disant: chaque demi-degré de réchauffement compte. Un monde à 1,5, un monde à 2 degrés, un monde à 2,5 degrés, c'est des mondes différents. Et si on arrive à faire 2,5 degrés plutôt que 3 degrés, c'est mieux. Donc il faut se bagarrer pour chaque fraction de degré. Il ne faut pas se dire c'est fichu de toute façon. Chaque année compte. Plus on fait les choses tôt, plus elles sont efficaces. Plus on attend, plus ce sera dur. Et chaque action compte. Si on attend de trouver l'action miracle qui règle tout à la fois, on ne fera rien. Et donc il s'agit de commencer à bouger avec ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et ce que vous avez à votre disposition, vous, dès maintenant. Et donc je voudrais finir là-dessus en vous disant, ce que je vous ai raconté moi aujourd'hui, c'est un point de vue scientifique sur ce sujet. C'est ce que je peux faire moi, avec mon métier d'enseignant et de chercheur. Mais ce n'est pas qu'une histoire de scientifique, cette histoire. Ça va concerner chacune et chacun d'entre vous. Parce que pour imaginer le monde dans lequel on va vivre demain, il va falloir des chercheurs et des scientifiques, bien sûr, j'espère bien, c'est ce que je fais. Mais il va aussi falloir des agriculteurs, il va falloir des artistes, il va falloir des gens qui travaillent dans le conseil, dans la banque, dans la publicité, dans tout ce que vous voulez. Il va falloir des architectes, il va falloir des artisans de toutes sortes, il va falloir des associations, il va falloir des structures comme celles qui organisent la présentation d'aujourd'hui. Et donc, quoi que vous fassiez, quels que soient vos intérêts par la suite, si ces questions vous parlent, quel que soit votre métier, vous serez à des endroits où personne ne saura mieux que vous ce que vous pouvez faire. Et personne ne vous dira quoi faire.
Si c'est des questions qui vous parlent, ce sera à vous de vous en saisir et d'imaginer les choses. Et de les imaginer avec les autres, en discutant. Ce que j'espérais qu'on a fait aujourd'hui. Alors voilà, je vais finir là-dessus en vous redisant que si c'est des questions qui vous intéressent, et j'espère que ce que je vous ai raconté ce matin a pu vous intéresser, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à inventer, et je trouve que cette perspective-là, elle est enthousiasmante, et j'espère qu'elle saura vous apporter un petit peu d'énergie. Merci beaucoup. Merci.